Le 25 octobre 732, les troupes du gouverneur omeyyade de Cordoue, Abd al-Rahman, sont défaites près de Poitiers par l'armée franque dirigée par le maire du palais, Charles Martel. Les textes arabes appellent cette bataille la chaussée des martyrs, en référence à la chaussée romaine près de laquelle la bataille aurait eu lieu. C'est une date qui apparaît dans toutes les chronologies comme l'un des plus hauts faits d'armes du Moyen-Âge. Depuis Samuel Huntington et son essai Le choc des civilisations, on a pu voir dans l'événement le symbole d'une lutte entre deux modèles civilisationnels. Mais qu'en est-il vraiment ? En 732 donc, le nouveau gouverneur d'Espagne, l'émir de Cordoue Abd al-Rahman, envahit le territoire basque. Puis, aux confins de la Vasconie et de l'Aquitaine, il écrase complètement les Aquitains. Il brûle les faubourgs de Bordeaux lors de la bataille du même nom. Après cette victoire, les Maures foncent vers la vallée de la Loire en ravageant toutes les villes qu'ils traversent jusqu'à Poitiers. Eudes d'Aquitaine, dépassés, appellent Charles Martel et les armées franques au secours. Abd al-Rahman pille les abbayes, les villes et les riches sanctuaires qu'elles renferment. La rencontre avec les armées de Charles Martel et du duc d'Aquitaine se fait aux alentours de Moussey. Après une semaine d'attente où les deux armées s'épient, la bataille s'engage. Un choc de titans, donc, entre deux grandes puissances militaires. De nombreux historiens donnent le site de Moussey comme le lieu probable de la bataille, car la toponymie locale se prête bien à une telle hypothèse, avec les lieux dits du Ravin de la Mort, où Abd al-Rahman aurait été tué, la fosse au roi, où il serait enterré, la ferme de la bataille, située en contrebas du site, mais aussi le virage des 5 morts. Selon les sources, la bataille aurait eu lieu entre le 10 et le 25 octobre 732. Thierry Camus affirme avec la chronique Mozarabe de 754, l'une des rares sources contemporaines sur la bataille, que l'armée franque, expérimentée, est surtout une armée de fantassins qui attend en carré à la romaine. Selon William Blanc et Christophe Nodin, cette chronique est la seule source à détailler l'affrontement. Pendant une semaine, des manœuvres et des escarmouches ont lieu, aux confins du Poitou et de la Touraine. Après ces escarmouches, l'affrontement décisif a lieu sur 2 jours. Abd al-Rahman lance sa cavalerie sur les Francs. Ceux-ci, formés en palissade, comme un mur immobile, l'épée au poing, tel un rempart de glace, les lances pointées en avant des boucliers, attendent le choc. Cette image reflète la solidité des lignes franques qui impressionna les troupes arabo-berbères. La mêlée s'engage et les Francs parviennent à faire refluer leurs opposants. Mais ceux-ci n'ont pas l'occasion d'attaquer une seconde fois car de leur côté, les Vascons, commandés par Eudes, prennent l'ennemi à revers et se jettent sur le camp musulman. Ils subissent de lourdes pertes et Abd al-Rahman est tué. Le lendemain, au point du jour, Charles donne l'ordre d'attaquer mais le camp est vide, les musulmans se sont enfuis dans la nuit. Charles les poursuit jusqu'à Narbonne. Les survivants, obligés de regagner le sud des Pyrénées, furent de nouveau attaqués par les Vascons au passage des Cols. Cette défaite marque le terme de l'expansion musulmane médiévale en Occident et a d'importantes conséquences. En répondant à l'appel à l'aide du duc d'Aquitaine, Charles Martel a profité de l'avancée des troupes arabo-musulmanes pour intervenir dans une région qui refusait de se soumettre à son autorité. Fort de sa victoire, Charles s'empare de Bordeaux, intervient dans la vallée du Rhône et en Provence, où il soumet en 737 le patricien Morauth,
allié des musulmans. Ainsi, la victoire de Poitiers entraîne non pas le départ définitif des musulmans, comme en témoigne l'échec du siège de Narbonne, dirigé par un gouverneur omeyyade jusqu'en 759, mais l'intervention systématique des Francs, seuls capables de s'opposer à eux. Le retentissement est immédiat des deux côtés. Les chroniqueurs du IXe siècle, puis les auteurs de chansons de gestes, montrent que Charles peut s'imposer face à la dynastie mérovingienne et l'établissement de la dynastie carolingienne. Les historiens contemporains sont divisés quant à l'importance réelle de la bataille de Poitiers dans l'arrêt de l'invincibilité de la conquête par les musulmans. L'historien allemand Leopold von Ranke remarque que Poitiers est un tournant dans l'histoire. L'historien anglais Edward Gibbon, dans son Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, ouvrage d'une influence considérable, développe une célèbre image. Sans le génie salvateur de Charles Martel, Oxford serait une école coranique. En effet, les Sarrasins s'étaient avancés en triomphe l'espace de plus de 300 lieues, depuis le rocher de Gibraltar jusqu'au bord de la Loire, et, en faisant 300 lieues de plus, ils seraient arrivés aux confins de la Pologne et aux montagnes de l'Écosse. Le passage du Rhin est aussi facile que celui du Nil et de l'Euphrate, et d'un autre côté, la flotte arabe aurait pu pénétrer dans la Tamise sans livrer un combat naval. Le génie d'un seul homme sauva la chrétienté. Au reste, la victoire des Francs fut complète et décisive. Eudes reprit l'Aquitaine, les Arabes ne songèrent plus à la conquête des Gaules, et Charles Martel et ses braves descendants les repoussèrent bientôt au-delà des Pyrénées. On est surpris que le clergé, qui doit à Charles Martel son existence, n'ait pas canonisé, ou du moins n'ait pas comblé d'éloges, le sauveur de la chrétienté. Chateaubriand, lui, dans son Génie du christianisme, ouvrage d'une influence considérable lui aussi, justifie les croisades comme représailles de l'invasion musulmane au 8e siècle. On a blâmé et on blâme les chevaliers d'avoir été chercher les infidèles jusque dans leur foyer, mais on n'observe pas l'éventualité d'une représaille contre des peuples qui avaient attaqué les peuples chrétiens. Les combattants orientaux sont-ils demeurés tranquilles dans le désert de l'Arabie ou n'ont-ils pas porté leurs lois jusqu'aux murailles de Delhi et jusqu'aux remparts de Vienne ? Un événement aussi symbolique ne pouvait corner la galerie des batailles, pilier du musée de l'histoire de France établi dans le château de Versailles, sur ordre de Louis-Philippe. Cette salle comprend 34 œuvres peintes retraçant l'histoire militaire nationale. Depuis la bataille de Tolbiac, remportée par Clovis en 496, qui a fait l'objet d'une précédente vidéo, jusqu'à la victoire de Napoléon Ier à Wagram en 1809. Charles de Steuben livre sa toile monumentale de 4,65 m de haut sur 5,42 m de long, juste à temps pour l'inauguration de la galerie en 1837. La bataille de Poitiers a eu longtemps une résonance politique. Elle a valu au maire du palais le surnom de Martel, qui vient de marteau ou martelé, et assis la légitimité de sa lignée, appelée à remplacer à brève échéance une dynastie mérovingienne à bout de souffle. Elle a aussi prouvé la puissance militaire de l'armée franque, dont le chef n'a pas manqué de souligner qu'il avait aussi triomphé des barbares impies du sud par la grâce de Dieu. Enfin, si cette victoire n'a pas mis fin aux incursions sarrasines qui se prolongent jusqu'en 801, elle a participé au raffermissement de la frontière entre deux puissances importantes dans une Europe très morcelée. Thierry Camus, quant à lui, fait de la bataille de Poitiers une péripétie du choc des civilisations et affirme clairement que les guerriers francs avaient sûrement conscience de représenter, face à une invasion étrangère, un rempart de l'Occident chrétien. Saint-Louis fait figurer Poitiers en bonne place des grandes chroniques de France et crée ainsi, vers 1250, le mythe de la résistance à une importante armée d'occupation, alors qu'il part lui-même en croisade, épopée que nous verrons dans un prochain épisode.